tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur Al Oula. Voici les titres de l'actualité. 9 morts, 27 blessés. Triste bilan d'un tragique accident ce matin dans la commune de Moulay Bouslhan. Sa Majesté le roi Mohammed VI adresse des messages aux familles des victimes et aux blessés et prend en charge les frais d'inhumation et des obsèques des victimes ainsi que les frais des soins des blessés. Le secrétaire général de l'ONU consacre le processus de Genève pour un règlement politique et définitif au conflit autour du Sahara marocain. Dans son dernier rapport remis au Conseil de sécurité, Antonio Guterres épingle le Polisario et se félicite de la dynamique du développement qui profite aux populations des provinces du Sud. Un accès aux soins de santé et aux médicaments, une insertion socio-professionnelle, tout cela est au programme de 4 conventions signées hier à Casablanca en faveur des réfugiés installés au Maroc. Une nouvelle initiative qui s'inscrit pleinement dans la dynamique lancée par la politique nationale d'immigration et d'asile. Le musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain de la capitale rend hommage à l'un des fondateurs de la peinture moderne du pays, Feu Hassel Glaoui. Le sel de ma terre est une précieuse exposition, une rétrospective des travaux du maître incontesté du figuratif. À la une ce mercredi, ce tragique accident de la circulation qui a coûté la vie à 9 personnes. Le drame est survenu ce matin au niveau de la commune de Moulay Bouslhan, suite à une collision entre un camion et une voiture transportant des ouvriers agricoles. Suite à ce tragique accident, un communiqué du cabinet royal précise que Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé des messages aux familles des victimes et aux blessés, dans lesquels le souverain a exprimé ses vives condoléances et sa sincère compassion, implorant le Tout-Puissant d'accueillir les personnes décédées dans sa sainte miséricorde et d'accorder patience et réconfort à leurs proches et prompt rétablissement aux blessés. Ce communiqué souligne que partageant la peine des familles des victimes et tenant à alléger leur souffrance suite à cette dure épreuve, la volonté de Dieu étant imparable, Sa Majesté le roi a ordonné le transfert des blessés à l'hôpital militaire Mohammed V à Rabat. Le souverain a également décidé de prendre en charge personnellement les frais d'inhumation et des obsèques des victimes, ainsi que les frais des soins des blessés. Le souverain a donné ses hautes instructions aux autorités sécuritaires et territoriales compétentes pour prendre les mesures nécessaires en vue d'apporter toutes les formes d'aide et de soutien aux familles des victimes éplorées. 9 tués, dont 8 femmes et 27 blessés graves. Le drame a eu lieu ce matin donc dans la commune de Moulay Bouslhan suite à une collision entre un camion et une voiture transportant des ouvriers agricoles. Les autorités locales et les services de la gendarmerie royale et de la protection civile sont intervenus pour prendre les mesures nécessaires. Les blessés ont été transportés dans un premier temps aux hôpitaux provinciaux pour recevoir les soins nécessaires. Pour les cas les plus graves, ils ont été évacués sur Rabat. Une enquête a été diligentée par les autorités compétentes pour élucider les circonstances de l'accident. Direction New York et ce nouveau rapport du secrétaire général de l'ONU au Conseil de sécurité au sujet du Sahara marocain. Un rapport dans lequel Antonio Guterres se félicite de l'esprit positif qui a marqué les tables rondes à Genève. Le document consacre la solution politique réaliste sur la base de l'initiative marocaine d'autonomie. Le rapport reconnaît aussi les efforts colossaux déployés par le Royaume en faveur du développement socio-économique du Sahara marocain dans le cadre du nouveau modèle de développement. Mohamed El-Leshkar. Dans la copie avancée de son rapport au Conseil de sécurité sur le Sahara marocain, le secrétaire général des Nations Unies souligne l'esprit positif et l'atmosphère constructive et de respect qui ont marqué les tables rondes à Genève, en présence complète et entière durant toutes les réunions de toutes les parties concernées. Le Maroc, l'Algérie, le Polisario et la Mauritanie. Le rapport du secrétaire général consacre la solution politique réaliste, pragmatique et durable qui repose sur le compromis comme seule voie vers le règlement du différend sur le Sahara marocain. Ce sont là des termes qui s'identifient clairement à l'initiative marocaine d'autonomie dont le Conseil de sécurité a reconnu la prééminence, le sérieux et la crédibilité dans toutes ses résolutions depuis 2007. Le secrétaire général des Nations Unies mais également en exergue la main tendue par Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'Algérie dans le discours royal du 6 novembre 2018 à l'occasion du 43e anniversaire de la Marche verte. Le rapport ajoute que dans le même discours, Sa Majesté le roi
avait souligné que les principes et les référentiels immuables qui constituent le fondement de la position marocaine, ce sont ces mêmes fondamentaux qui ont constamment guidé notre action jusqu'à présent. Le secrétaire général rappelle également l'audience qui lui a été accordée par Sa Majesté le roi Mohammed VI à Rabat le 11 décembre 2018. Sa Majesté le roi avait réitéré l'engagement du Maroc dans le processus politique et salué les efforts de l'envoyé personnel pour la tenue de la première table ronde avec la participation notamment du Maroc et de l'Algérie, souligne le rapport du secrétaire général. Dans cette copie avancée de son dernier rapport au Conseil de sécurité sur le Sahara marocain, le secrétaire général des Nations Unies souligne également que le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a assuré son envoyé spécial pour le Sahara de son soutien aux efforts des Nations Unies pour le règlement de ce différend. Le soutien au processus onusien exprimé par le président de la Commission de l'Union africaine, repris par le secrétaire général de l'ONU, conforte la position exprimée par 38 pays africains, soit presque les 3/4 des membres de l'Union africaine, qui ont réaffirmé l'exclusivité des Nations Unies en tant que cadre unique de recherche d'une solution politique mutuellement acceptable, réaliste, pragmatique et durable à la question du Sahara marocain, une solution qui repose sur le compromis, et ce lors de la conférence ministérielle africaine sur l'appui de l'Union africaine au processus politique de l'ONU sur le différend régional au sujet du Sahara, conférence tenue à Marrakech le 24 mars dernier. La copie avancée du dernier rapport du secrétaire général des Nations Unies au Conseil de sécurité sur le Sahara marocain confirme également une fois de plus que le Polisario continue de violer aussi bien les accords militaires, les résolutions du Conseil de sécurité que la liberté de mouvement des observateurs militaires de la MINURSO. En effet, ce rapport du secrétaire général épingle le Polisario notamment pour ses constructions à l'est du dispositif de défense, considérées comme des violations de l'accord militaire numéro 1 et des résolutions 2414 et 2440 du Conseil de sécurité. Le secrétaire général informe les membres du Conseil de sécurité pour la première fois que les images satellites fournies aux Nations Unies par le Maroc ont permis d'identifier et de confirmer de nouvelles violations, notamment la construction de divers bâtiments à l'est du dispositif de défense en violation flagrante des résolutions 2414 et 2440. Dans cette copie avancée de son dernier rapport au Conseil de sécurité, le secrétaire général met ensuite la lumière sur les manifestations et protestations qui secouent les camps de Tindouf en Algérie, avec la participation de centaines de personnes vivant dans ces camps. Dans son rapport au Conseil de sécurité, le secrétaire général de l'ONU informe les membres du Conseil que le Maroc poursuit les investissements au Sahara marocain et souligne que les populations locales bénéficient directement de ces investissements et sont consultés pour leur mise en œuvre. Le document fait également référence aux 2 résolutions du Parlement européen, adoptées le 16 janvier et le 12 février dernier, par lesquelles l'institution européenne approuve l'extension de l'application des accords agricoles et de pêche entre le Maroc et l'Union européenne au Sahara marocain. Avec cette reconnaissance, l'ONU et la communauté internationale consacrent les efforts du Maroc pour la promotion socio-économique et pour le développement des provinces du Sud. Le Maroc, premier pays hors Union européenne, partenaire pour la démocratie locale du Conseil de l'Europe, réuni hier en plénière à Strasbourg, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe a donc décidé d'octroyer au Royaume ce statut. Le pays s'engage ainsi à travers ce statut à continuer à développer son processus de décentralisation et de régionalisation impulsé par Sa Majesté le roi Mohammed VI pour l'approfondissement de la démocratie locale et participative. Monia Marouche. 140 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions. Voilà les résultats du vote qui a permis de choisir le Maroc en tant que partenaire pour la démocratie locale au sein du Conseil de l'Europe. Un domaine dans lequel le Maroc a déjà engagé des réformes par le biais de la Constitution. La délégation marocaine se voit ainsi attribuer 6 sièges de représentants et 6 sièges de suppléants au sein du Conseil des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe. Le statut vient en fait entériner et
développer les relations déjà existantes bilatérales entre les villes européennes et les villes marocaines. Et je me félicite en tant qu'adjointe de la ville de Strasbourg de l'excellent travail qu'on mène avec les villes de Fès et de Dakhla qui sont représentées aujourd'hui. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, ce statut est au bénéfice des citoyens marocains et des citoyens européens, est au bénéfice des démocraties de part et d'autre de la Méditerranée. Nous en sommes vraiment fiers. Mais c'est surtout, nous savons quelle est la responsabilité qui est la nôtre aujourd'hui, celle d'aller encore plus loin dans ce que nous faisons en tant que Marocains, justement, pour promouvoir cette démocratie locale dont nous faisons la base à la fois du développement, mais aussi de la démocratie d'une manière générale. Les élus locaux marocains auront un cadre privilégié et des contacts institutionnels avec leurs homologues européens. Tous, ils seront amenés à renforcer le rôle des municipalités, des communes et des régions au service des citoyens des deux côtés et surtout au bénéfice de la démocratie. Développer des axes de coopération avec le Congrès du Conseil de l'Europe pour faciliter, pour accompagner le travail des maires des différentes communes marocaines, mais aussi pour promouvoir la compréhension, le dialogue sincère entre nos différentes cultures. À travers ce statut, le Maroc est encouragé à poursuivre son processus de décentralisation et de régionalisation, impulsé par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Une Algérie désormais sans Abdelaziz Bouteflika, démissionnaire de la magistrature suprême depuis hier. Le Conseil constitutionnel algérien fait le constat de la vacance définitive de la présidence de la République au lendemain de la démission de celui qui a été au pouvoir durant 20 ans. Aucune date n'a été annoncée pour la réunion des deux chambres du Parlement, l'Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation. Prochaine étape prévue pour la Constitution. Et pendant ce temps, c'est le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Saleh, 77 ans, qui est chargé d'assurer l'intérim pendant 3 mois. Dans un communiqué, le secrétaire général de l'ONU souhaite une transition pacifique et démocratique, reflétant les désirs du peuple algérien, descendu en masse dans les rues après une démission qui a provoqué une explosion de joie. Le Mozambique s'active contre le choléra. Des doses de vaccins sont arrivées à Beira, région portuaire la plus dévastée par le cyclone Idai. Au total, 900 000 doses de vaccins sont disponibles. Les équipes humanitaires sont mobilisées pour la circonstance et des compagnies de sensibilisation aux symptômes et aux méthodes de prévention sont au programme. Le choléra a déjà fait 2 morts et plus de 1400 cas sont recensés, selon des chiffres officiels. La première ministre britannique, toujours dans l'impasse, Theresa May, rencontre ce mercredi le chef de l'opposition travailliste, Jeremy Corbyn, pour tenter de trouver un compromis sur le Brexit afin d'éviter au Royaume-Uni une sortie de l'Union européenne sans accord le 12 avril. La dirigeante conservatrice a tendu la main à son adversaire politique. Elle compte réclamer un nouveau report du divorce avec l'UE. Theresa May défend en effet une sortie du marché unique, synonyme notamment de liberté de circulation des personnes, à laquelle elle veut mettre fin, et de l'union douanière impliquant une politique commerciale commune qu'elle voudrait quant à elle autonome. Un accès aux soins de santé, aux médicaments, une insertion socio-professionnelle, c'est ce que promet 4 conventions signées hier à Casablanca en faveur des réfugiés installés au Maroc. Une nouvelle initiative qui s'inscrit pleinement dans la dynamique lancée par la politique nationale d'immigration et d'asile visant à protéger les droits de ces personnes vulnérables sans aucune discrimination. Mounia Marouche pour les développements. 7500 réfugiés résidant au Maroc, selon des données du Haut Commissariat aux réfugiés. Un partenariat public-privé avec la contribution du HCR mobilise 1 million de dirhams en médicaments au profit de ces réfugiés. On produit des médicaments, ils sont peu coûteux. Notre devoir est de fournir des médicaments à ceux qui en ont besoin. Le plus grand problème auquel les réfugiés font face est celui de l'accès aux soins. Nous avons déjà un partenariat avec le Haut Commissariat aux réfugiés. Nous nous occupons de la santé de tous les réfugiés au Maroc. Ils reçoivent des soins à travers nos 25 points de prestation de services et les spécialistes que nous n'avons pas, nous les orientons dans les hôpitaux.
pour un partenariat qui renforce davantage la position du Maroc face aux enjeux de la migration, témoigne d'une grande responsabilité dans l'accueil et la protection des réfugiés. Un exemple de positionnement du Maroc sur une question qui, en elle-même, la question migratoire, dépasse de loin les frontières du Maroc. C'est un défi pour la région, pour le monde, les flux migratoires et la question des conflits qui génèrent des réfugiés. Et on voit comment le Maroc apporte sa propre réponse à cette question à l'intérieur de ses frontières. Une réponse qui est à la fois généreuse, à travers l'implication du secteur privé. Cet engagement facilitera l'insertion des réfugiés dans le milieu socio-professionnel à travers des offres de stage et d'emploi. Les réfugiés vont également bénéficier d'un accompagnement de haut niveau afin de forger leurs compétences et stimuler leurs initiatives entrepreneuriales. L'équipementier automobile japonais Mitsui Kinzoku Act construit sa première usine africaine à Tanger. Un investissement global de 12,5 millions d'euros. Il s'agit d'une usine de production de mécanismes de verrouillage de portes, le premier du genre sur le continent. Il devra employer près de 100 personnes lors de sa phase initiale et devrait à terme en atteindre 300. À partir de cette nouvelle usine, le choix du groupe de s'installer à la plateforme industrielle tangéroise dénote de sa volonté de faire partie d'un écosystème fort d'une centaine d'équipements automobiles. Hassan El Glaoui comme rarement vu. Une exposition en hommage de l'artiste peintre qui nous a quittés l'an dernier est inaugurée au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain, histoire de découvrir les œuvres de l'un des fondateurs de la peinture moderne au Maroc. Le Seldomater, c'est une rétrospective d'une cinquantaine d'œuvres qui donne à voir un peintre intimiste et un exceptionnel portraitiste dans l'ensemble de ces toiles où le figuratif occupe une place de choix. Dominique Orlando. Lorsqu'il était encore au lycée avec ses toutes premières économies, Hassan El Glaoui prit la liberté de s'offrir un poulain qu'il éleva lui-même. C'est sans doute cet épisode qui explique la passion que l'artiste a toujours eue pour le cheval. À la gouache, il réussissait à leur imprimer cette légèreté aérienne qui les ferait presque s'extraire de la toile. Il a beaucoup peint de scènes, de cérémonies équines avec ou des cérémonies traditionnelles ou des cérémonies folkloriques comme les fantasias. Mais je trouve que le tableau que nous avons choisi pour cette exposition est une très très belle cérémonie où vraiment on voit une grande dimension des différents caractères qu'il a utilisés comme inspiration au fil de ces années de création. Tout au long de cette déambulation rétrospective, on se surprend à découvrir d'autres thématiques chères à l'artiste et notamment quelques visages qui pourraient nous sembler familiers. Toute une partie des portraits qu'il a peints de sa famille, mais aussi de paysages, de scènes intimistes qu'il a créé au fil des années. Donc il y a une salle dédiée à tous les gens chers autour de lui, mais toutes ses œuvres de jeunesse. Et on a aussi une salle dédiée à certains caractères ou séries de tableaux qui étaient très spécifiques, comme une série de clowns qu'il a peint, qui était venu visiter Rabat au théâtre Mohamed V, ou encore toute une série de caractères de la garde royale, où il a été toujours passionné de prendre les gens qui étaient habillés en costume. Donc c'est deux salles dédiées en fait à tout un univers qu'il a beaucoup apprécié de peindre. Monsieur El Glaoui s'en est allé l'année dernière à l'âge de 94 ans. Le destin de cet artiste unique a voulu que cela survienne le 21 juin, le jour du solstice d'été qui donne à voir toute la plénitude des couleurs du monde en un temps presque sans fin. Et c'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 20h30 en compagnie de Mariam Laossir. Au plaisir de vous retrouver demain.